Vous écoutez Négatif, je suis Arnaud Bicci pour venir vous parler de mon documentaire qui s'appelle This Train I Ride. Au milieu de nulle part, le vacarme métallique d'un train de marchandises résonne. Les wagons avancent, se ressemblent et une jeune femme monte à bord et se cache entre deux containers. Bonjour Arnaud Bicci. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel entretien de Négatif consacré à un film documentaire à l'occasion du festival Premier Plan d'Angers. Votre film, This Train I Ride, est présenté dans l'éclectique sélection Évasion, aux côtés notamment de Wanda de Barbara Loden, Thelma et Louise de Ridley Scott ou encore Le Trou de Jacques Becker. Votre documentaire, lui, est ancré dans le présent des États-Unis. Vous avez suivi plusieurs femmes, des hobos, nomades de générations différentes, ayant un point commun, une même passion, sauter dans un train clandestinement et traverser leur pays de ce même mouvement. C'est donc un road movie documentaire que vous avez filmé, seul sur la route, dans la tradition esthétique et politique du cinéma direct, où s'entrechoquent les wagons mais aussi les réflexions les plus universelles sur la liberté, la solitude et l'indépendance. Une première question alors. Qu'est-ce qui vous a semblé si beau, si important dans le fait de partir avec ces femmes nomades sur les rails de l'Amérique ? Moi, le film que je voulais faire à la base, c'était pas un film sur les hobos et la culture hobo. Ce que je me suis rendu compte, mon film, c'était de parler de la transformation de femmes et de femmes qui reprennent le pouvoir sur leur vie, qui deviennent des femmes fortes et qui sont plus des victimes et qui reprennent en main leur vie et où le train est juste un moyen de transformation. Ça pourrait être ça, ça pourrait être autre chose. Après, les trains de marchandises, l'espace dans lequel se déplacent les trains de marchandises est une métaphore qui permet de transcender tout ça, quoi. Donc voilà ce que je cherchais à raconter à travers ça. Comment est-ce que vous les avez rencontrés ? Je les ai rencontrés soit par des contacts. Ivy, je l'ai rencontrée par des potes de potes, parce qu'elle a le même âge que moi, on vient du même milieu, on a vu les mêmes concerts, on a aimé la même musique. Voilà, c'est un espèce d'international du punk rock qui m'a permis de la rencontrer. Voilà. Et ensuite, Karen et Christina, je les ai rencontrés plus par les réseaux sociaux, quoi, qui est le modem de leur génération. Donc, Karen, je l'ai rencontrée par Instagram. Je me suis créé un compte Instagram pour l'occasion, parce qu'on m'a dit quelqu'un m'a signalé, il m'a dit tiens, il y a une nana qui poste des photos de trains, qui prend des trains, qui peut être intéressante. Et je l'ai contactée par ça. Et Christina, je l'ai rencontrée sur un forum de punk squatter qui se file Enfin, c'est un forum, quoi. Donc, c'est un forum d'échange, d'informations. Et dans les topics du forum, il y a un topic sur les trains de marchandises. Donc, ils échangent sur les bons plans. Les bons plans, la manière de choper le bon train, comment on fait d'aller à tel endroit, qui c'est qui peut m'aider, gna gna. Voilà, en gros, c'est ça. Et du coup, dans ce forum, il y avait des femmes qui postaient des choses. Et moi, j'ai créé un topic pour les femmes, pour échanger. Et bon, certaines m'ont répondu, d'autres pas, quoi. Et dans le lot, il y avait Christina. Et Christina, par exemple, elle me dit, je suis à Salt Lake City, chez des copains, et viens, et puis on verra, quoi. Et donc, moi, j'étais à San Francisco, j'ai pris un bus. Je suis allé jusqu'à Salt Lake City, ce qui fait une bonne trotte. Et puis après, elle me faisait tourner en bourrique. Elle a été un peu effrayée, ce qui est normal. Et j'ai attendu une semaine avec un pote, preneur de son, qui m'accompagnait. On était dans une squat house, une maison squattée. Et on a attendu une semaine et puis elle est apparue. Et je pense qu'elle voulait nous jauger. Je me demande si elle nous observait pas de loin, quoi.
Mais bon, c'était assez rigolo. On a un moment d'attente paumé à Salt Lake City à attendre. Et puis elle est apparue et puis elle nous a dit, allez, demain, si vous voulez, on y va. Et on est parti, on a pris un train et on est allé jusqu'à Portland. Et après, on est revenu à San Francisco avec elle. On a fait vraiment un gros trip. Et voilà. C'était la première fois que vous preniez un train de marchandises comme ça pour vous déplacer ? C'était la première fois que je prenais un train et je ne savais pas à quoi m'attendre. On était tous les deux très stressés, je me rappelle. On ne savait pas, quoi. Et puis, on ne la connaissait pas, autant qu'elle ne nous connaît pas. Donc voilà, quoi. Et puis, elle vient nous chercher un fin de journée. Et on prend nos sacs à dos, et puis c'est parti, quoi. Mais c'est l'inconnu, on traverse la ville. Il y a les gens qui... c'était une séquence qui aurait pu être géniale. On traverse Salt Lake City le soir, donc il y a tous les gens qui boivent des coups, les terrasses, la ville, le tramway... Et on traverse tout ça, puis après on s'enfonce dans les quartiers un peu plus pourris, et puis on se rapproche de l'autoroute, on passe sous l'autoroute, il y a des SDF, et on se rapproche de la voie ferrée, et là il fait nuit, et là on se met derrière un bosquet, on attend un long moment, et puis d'un coup il y a le train qui arrive, quoi, avec son brouhaha, et puis là, il y a une espèce d'accélération, Christina qui devient hyper speed, et là, il faut se mettre à courir, tu comprends plus rien, tu comprends pas vraiment ce qui se passe, et puis on grimpe dans le train, quoi, en route, et puis on flippe, on a peur, et puis le train, il est bruyant, il s'entrechoque, c'est hyper impressionnant. Voilà, hyper impressionnant, et après ça part, et après il faut une bonne heure pour faire redescendre le stress, la montée d'adrénaline, quoi. Et on s'accroche aux barrières en disant il faut pas que je tombe, j'ai pas envie de mourir, et ainsi de suite, et voilà, ça c'était extrêmement... moi j'ai trouvé ça extrêmement stressant. Et après, les paysages défilent, et puis ça devient de mieux en mieux, quoi. On s'est emmené des bières, on a bu notre bière, on a fumé une clope. Et puis voilà, quoi. De toute façon, je filmais pas, là. C'était vraiment pour appréhender l'aventure. I remember walking through the train gravel. I was 16 years old. Gotta survive. Weather can be bad. You get sick. The crashing of steel. You run out of food, run out of money. The screeching of the metal. Just being on this giant steel. Et pourquoi vous n'avez pas filmé ? C'était vraiment pour d'abord vivre... Parce que c'était trop tôt. Déjà, je l'avais pas encore filmé. Christina, elle acceptait qu'on vienne, et tu peux pas braquer une caméra comme ça tout d'un coup devant les gens. C'est trop compliqué. Donc il fallait d'abord qu'on apprenne à se connaître. Donc moi je filme petit à petit, quoi. C'est une relation humaine, donc on y va petit à petit. Je sors ma caméra, je filme un peu. Je vois un peu comment elle réagit, je vois un peu disons que si tu es à l'écoute des gens, tu sens s'il y a une forme de gêne ou pas, ou un ras-le-bol, donc tu y vas tout doucement, et puis en fonction des gens, ça va plus ou moins vite. Et donc ouais, toute cette scène-là, je la vis, et dans ma tête, je me dis, ça c'est génial. Donc en même temps, je sais que des scènes comme ça, j'en aurais potentiellement peut-être d'autres, mais je peux pas la filmer. Et en même temps, dans ma tête, je me dis, waouh, je rate un moment génial. Mais c'est comme ça. Et il y a plein de moments géniaux qu'il faut accepter de rater, en fait. C'est ce qui construit aussi ton film après. Parce que une fois que tu as déjà vécu des moments, quand ils se reproduisent, tu les vois venir. Et du coup, tu sais les appréhender en les filmant. Sinon, tu es toujours en train de courir après quelque chose avec ta caméra. Et en fait, tu as toujours un temps de retard. Alors que quand tu l'as déjà vécu, tu le vois venir et tu dis « Ah, tiens, là, on va avoir le moment. » Et du coup, tu peux essayer de l'attraper, et tu ne l'attraperas pas forcément de la manière dont tu voulais, mais il se passera un truc.
Et par exemple, quand Ivy, à la fin du film, Ivy, elle m'emmène prendre des trains. Et là, c'est complètement différent, mais je revivais un petit peu ce que j'ai vécu avec Christina, où on part de chez elle. Et là, je m'étais dit, bon, ok, tu filmes tout. Et on part de chez elle de San Francisco, on prend le métro, on traverse les campements de SDF, on est dans le métro, il y a du monde, et je filme tout ça. Après, c'est pas dans le film, parce que à la fin du film, tu peux plus vivre quelque chose aussi long que ça, mais c'était génial, et ça ferait une scène, quoi. Et, mais voilà, tu quittes cette vie, la vie des gens, de Monsieur Tout-le-Monde, quoi, pour aller sous un pont, au bord d'une voie ferrée, et aller prendre un train. Et donc c'est intéressant, quoi, de sentir ça, quoi. Combien de temps est-ce que vous avez tourné en tout sur ce film ? J'ai tourné à peu près 4 ans, en gros. C'est à peu près 4 ans de tournage. Voilà. Ouais, une ou 2 fois par an, en gros. J'y allais au moins une fois par an pour garder le contact. Donc je me réservais un voyage par an, et parfois j'en avais 2 dans l'année quand on réussissait à avoir un peu plus d'argent. Donc en gros, c'était à peu près ça, 1 ou 2 fois par an. Je partais 3 semaines, 1 mois, et j'allais voir un ou plusieurs personnages en fonction de ce qu'on s'était calé, quoi. Voilà. Et on prenait pas toujours les trains, hein, de toute façon. Parfois, je filmais autre chose. Notamment Ivy, quoi. Je la filmais pas avec les trains. Et puis on peut jamais trop prévoir, donc j'essayais de caler un tournage avec potentiellement des choses intéressantes. Et après, on sait jamais, quoi. À chaque fois, vous étiez 3 sur ces tournages, ou il y a des fois où vous étiez seul à l'image et au son ? Non, on est parti à 2 la première fois avec un preneur de son. Et après, les autres fois, je suis parti toujours tout seul. Non, la dernière fois aussi, je suis parti avec un preneur de son, mais j'allais plus dans les trains à l'époque. Le dernier tournage, ça a été vraiment un tournage pour essayer de collecter les derniers éléments, et puis pour filmer Christina, le premier personnage du film que j'avais un peu abandonné, et qui a ressurgi grâce à Catherine, ma monteuse, qui, quand elle a regardé les rushs... Elle regardait les rushs au fur et à mesure, ou... Non, Catherine, non, elle est arrivée à la fin. En fait, voilà, le cheminement du film a été long et complexe. On ne sait pas exactement jusqu'où il va aller, et puis comment il va. En fait, il y a eu une accélération à un moment, quand Arte a décidé de vouloir prendre le film. Donc là, on savait qu'il fallait finir le film, et Arte nous disent, bon, bah voilà, on veut le film pour telle période, parce qu'ils voulaient le programmer pour une sélection sur la liberté, une thématique, on va dire. Et donc là, d'un coup, il y a une deadline qui tombe, alors que depuis 3 ans et demi, je filme et j'ai pas de deadline. Donc là, je savais que je voulais travailler avec Catherine, qui est une monteuse, qui a un bon background, quoi, qui a beaucoup d'expérience. Et du coup, elle regarde tous les rushs, et moi, il me reste un tournage. Et elle regarde tous les rushs. Et Christina, c'était un personnage que j'avais abandonné parce qu'elle gardait son bandana sur le visage, et que moi, ça me gênait, parce que c'est un personnage qui n'est pas facile d'accès, parce qu'elle est très introspective, elle est vraiment... c'est une planète, quoi. Mais quand je l'ai rencontrée la première fois, au tout début de mon tournage, je pense que je n'étais pas prêt encore pour arriver à trouver le truc avec elle. Donc je m'étais dit, bon, finalement, c'est peut-être pas un personnage. Et Catherine, quand elle voit les rushs, donc elle regarde les 3/4 des rushs, hein, il y a quasiment tout le film. Mais elle me dit, bah moi, Christina, je trouve qu'elle est super, je trouve que c'est un super personnage, et c'est pas un problème qu'elle ait un bandana, au contraire, c'est elle, c'est ce qu'elle veut. Et au contraire, c'est un personnage qui donne pas tout, elle donne ce qu'elle veut, mais elle donne quand même quelque chose si elle accepte d'être filmée. Donc il faut pas le voir comme un problème, mais au contraire comme ce qui la caractérise. Donc du coup, ça me percute, et je me dis, bon, ok, d'accord, c'est intéressant ce qu'elle me dit, Catherine. Donc je reprends contact avec Christina, enfin on avait un peu gardé le contact. Du coup, je lui dis, bah voilà, j'aimerais peut-être filmer d'autres choses. Et là, elle me dit qu'elle travaille, que finalement, elle est devenue soudeuse, et qu'elle travaille, elle vit dans le Wisconsin.
Donc je pars en hiver dans le Wisconsin et pareil, elle me fait encore tourner un petit peu en bourrique et puis elle apparaît, et elle a ses petits carnets, elle me lit des trucs, enfin elle me donne ce qu'elle veut quoi. Et dans les carnets, elle lit ce qu'elle veut quoi. Je lui dis bah tiens, lis-moi ce que tu as envie de me lire. Donc elle me lit plein de trucs avec sa toute petite voix. Et le preneur de son, il hallucine parce qu'il faut coller le micro vraiment devant la bouche pour arriver à capter, parce qu'elle susurre vraiment ses mots. Et puis elle fume beaucoup de joints, donc elle est vraiment éteinte, elle parle tout doucement. Mais en même temps, quand j'entends sa voix, je me dis c'est génial, j'ai l'impression qu'elle me susurre dans l'oreille et le preneur de son est emmerdé, mais moi je lui dis non, c'est génial, on a l'impression qu'elle nous parle dans notre tête. Donc ça me plaît énormément et on la filme au travail. J'essaye de capter d'autres choses qui sont pas forcément, qui au final s'avèrent être pas intéressantes, mais en tout cas, je capte ce qu'il me faut pour construire le personnage et pour la faire exister. Et c'est elle qui nous permet de rentrer dans le monde des hobos, en fait. C'est elle qui ouvre le film et c'est elle qui nous donne toutes les informations essentielles qui caractérisent, qui sont communes à toutes les personnes, à tous les personnages, quoi. C'est-à-dire les dangers du train, l'addiction du train, l'addiction forte qu'on a une fois qu'on a pris le train, le fait que ça te change ta vie à jamais et qu'après t'es plus jamais le même, le fait que ça a changé sa vie, ne pas faire confiance aux hommes, ne faire confiance à personne, enfin voilà. Et c'est quelque chose qui est assez commun aux trois personnages. Et une fois qu'on donne ça au début, on est débarrassé de ces informations. Et on peut découvrir les personnages, en fait. Voilà. Donc elle sert à ça, Christina, en gros. Elle pose les bases et après, on part sur les autres. Life is uncomfortable. If you can't accept that, you're not going to be happy. The whole world is open to me. And there's no one else there to tell me how to or not to embrace it. Vous avez donc tourné seul. Il y a de plus en plus de documentaristes qui tournent seuls, qui sont aidés par les moyens techniques, qui se sont allégés, qui ont gagné dans des qualités. Là, on a vu le film sur un grand écran. Il y a une qualité qui est vraiment très détaillée, même par rapport à un film de fiction qu'on peut voir sur un aussi bon écran avec des caméras plus grosses. Vous, avec quel type de matériel, de caméra vous avez tourné ? Forcément, je ne pouvais pas emmener une grosse caméra avec moi. Et moi, j'avais un Panasonic, un GH4, et après, j'avais un GH5 pour tourner. Et ouais, c'est des super appareils petits et qui ont une super définition. Après, moi, je travaille avec des objectifs. J'aime bien les objectifs anciens, quoi, vintage, comme on dit, parce qu'ils n'ont pas de piqué numérique, ils n'ont pas de brillance, ils ont un truc qui leur est assez particulier, qui, moi, me plaît beaucoup, et quelque chose de plus cinématographique, quoi. Donc, j'ai ma petite collecte d'objectifs des années 70 que je trimballe avec moi et que je change, qui sont interchangeables. J'ai pas de zoom, j'ai pas de stabilisateur. Je travaille vraiment, c'est léger, quoi. J'ai un monopode, quoi. Et la caméra, à force des tournages, je me suis rendu compte qu'il fallait la garder tout le temps avec soi, qu'à chaque fois que je la rangeais dans mon sac à dos, il se passait des choses bien. Et qu'en fait, à chaque fois que je la rangeais, je me disais, mais merde, non, là, il vient de se passer un truc, et t'as envie de la ressortir, puis après, il se passe plus rien. Enfin, donc, en fait, après, le monopode, qui a un pied, un monopode, quoi, comme son nom l'indique, et ça permet de la porter sur l'épaule et de la garder tout le temps, en fait. Donc après, je la gardais tout le temps, la caméra, pour ne jamais être pris au dépourvu. Et après, oui, le son, je trouve ça bien de travailler avec un preneur de son. Moi, j'aime bien partir à deux avec un preneur de son, et puis le son, on peut vraiment le nettoyer. Nous, c'est ce qu'on a fait, hein. De toute façon, les 3/4 du son du film ont été faits avec mon micro sur la caméra, et qui n'est pas un micro
qui est un micro de base, quoi. Mais je trouve ça bien, la relation entre le réalisateur qui cadre souvent et le preneur de son. Il y a un côté équipe mais bon, c'est vrai que la perche, je trouve que c'est pas toujours simple. Pour les gens qui sont filmés, c'est pas toujours facile d'avoir une perche qui pendouille sous leur nez, donc C'est vrai. plus intrusif en fait. Ouais, c'est un peu intrusif, mais c'est une question d'habitude parce que la caméra aussi est intrusive. Donc au début, on la voit comme quelque chose d'intrusif, tu vois. Et après, ça dépend des gens. Des gens l'oublient très rapidement, d'autres mettent beaucoup plus de temps. Avec Ivy, par exemple, c'était assez plus long, plus compliqué. Elle faisait vachement attention à ce qu'elle pouvait donner. Enfin, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler, Ivy. Donc, pour qu'elle se libère à la caméra, c'était pas simple. Et ça s'est produit quand elle décide de m'emmener dans les trains. Mais ça se produit, on va dire, 3 ans après notre rencontre. Et c'est elle qui me dit, allez, on y va, quoi. On prend les trains ensemble. Moi, je lui avais pas proposé, quoi. Et puis, je voulais pas que ça vienne de moi. Et ça produit quelque chose où, je pense que c'est une des seules fois où, quand je filme Ivy, elle est pas dans le contrôle. Et où elle a un truc qui est hyper beau dans son regard, dans ce qu'elle vit. Moi, je prends ça comme un cadeau. Elle me fait un cadeau où là, elle donne vraiment tout et elle est vraiment elle-même. Et là, le documentaire, c'est ça, quoi. C'est ces moments-là, en fait, que les gens t'offrent. Et ces moments-là, tu peux pas tu peux essayer de les provoquer, mais en même temps, ça prend du temps. Et il y a que le temps, en fait, qui te permet de les appréhender, ces moments-là. Il y a que le temps. Donc, et c'est long, c'est très long. Et enfin, c'est long, ça dépend des gens, mais en tout cas, c'est quand même globalement assez long, parce que c'est des relations humaines, donc c'est de la confiance pure, en fait, qu'il y a entre eux et toi, quoi. Et c'est pas facile à tisser, ça prend du temps. Donc voilà, ouais. En parlant de temps et de durée, combien de temps vous pouviez passer avec elle sur un même trajet en train ? Bah, on a fait des trajets les plus longs avec Christina, c'était 3 ou 4 jours de train. Après... À n'être que sur le train ? Non, le voyage Salt Lake City, Portland, je crois que c'était le plus long que j'ai fait. Et on a pris 2 ou 3 trains, je sais plus, 2 ou 3 trains. Et c'était des trains assez longs. Et ouais, en gros, c'était ça, quoi. Donc après, on a aussi des moments où on sort des trains, on essaye de trouver le suivant, c'est pas toujours facile. On a des moments d'errance, il faut faire attention aux flics, parce qu'il y a la police qui traîne, donc il faut pas se faire repérer, il faut se faufiler entre les trains. Les gares de triage aux États-Unis sont très très grandes, enfin ça dépend desquelles, mais elles peuvent être parfois vraiment tentaculaires. Donc des trains, il y en a de partout, et arriver à trouver celui qui va t'emmener où tu veux, c'est pas toujours facile. C'est pas écrit dessus. Non, c'est pas écrit dessus, et tu te trompes régulièrement. On a pris des trains qui allaient pas du tout à l'endroit où on voulait, et ça fait partie du truc aussi, quoi, voilà, de se tromper. Par exemple, à la fin du film, on se retrouve dans les montagnes, il y a de la neige. Et c'est pas du tout là où on voulait aller avec Ivy. On voulait aller dans le nord, et le train qu'on prend, il va à l'est, en fait, et il monte dans les Rocheuses. Et donc quand on se réveille, en fait, on est au milieu de la forêt, enfin au milieu des montagnes et de la forêt. Et puis là, il y a de la neige, il fait super froid, et on se rend compte qu'on est foutu, quoi. Enfin, qu'on s'est gouré, quoi. Et donc du coup, il faut attendre que le train allait jusqu'à Reno, de l'autre côté des Rocheuses. Donc finalement, il s'arrête au milieu de nulle part. On saute du train, on marche, on fait du stop, et on retourne là où on était à Sacramento pour reprendre un train et essayer de trouver le bon qui nous emmène dans le nord et pas dans l'est, quoi. Et on s'était trompé parce que c'est des indices, parce que dans le nord des États-Unis, en gros, ils ramènent du bois. C'est la production de bois. Donc, en fait, il y a des wagons spéciaux pour trimballer le bois. Donc, on cherchait des trains avec plein de wagons vides pour le bois, pour ranger le bois.
Donc voilà, le train qu'on avait pris, il y avait des wagons vides pour le bois. On s'est dit, bah tiens, ça va être ça. Et en fait, a priori, on produit du bois ailleurs que dans le Nord. It was at nighttime. I saw a welder in the train yard welding on a car or the track. I saw the arc reflecting off of his hood and all the sparks flying. And it was only a few seconds, but that stayed with me for years. People telling me that I couldn't be a welder because I was a girl. Just like people told me I couldn't ride trains or travel by myself because I was a girl. Gotta survive. Don't need a problem solver. Don't need a savior. Est-ce que vous avez pu vous retrouver aussi sur un plan logistique, voire technique, et ne plus avoir assez de batterie, de carte mémoire Est-ce que c'était difficile à organiser aussi cette partie importante nécessaire du tournage ? Non, j'avais un stock, j'ai acheté un stock de batterie et un stock de... Combien ? Bon, je sais plus, j'en avais une dizaine, quoi. Mais en gros, il me semble que j'avais prévu une semaine d'autonomie. Parce que on n'était jamais une semaine entière loin de tout, quoi. Donc j'avais une semaine d'autonomie, d'autonomie raisonnable, c'est-à-dire à une batterie par jour, en gros mon appareil. Et après des cartes, j'en avais une dizaine de cartes SD bien lourdes. Et j'étais quand même un peu court, parce qu'après il fallait trouver un ordinateur pour vider les cartes sur un disque dur. Et pouvoir... les cartes, j'ai pas été toujours très malin. Et je me suis retrouvé à effacer des rushs pour... Ça arrive à tout le monde, ça. Voilà, pour faire un peu de place. Voilà. Les cartes, et puis ou acheter des cartes au milieu de nulle part, essayer de trouver des cartes dans un magasin pour pouvoir filmer, ce genre de truc, quoi. Mais bon, globalement, je m'en suis pas trop mal sorti. Dans votre démarche de cinéaste, est-ce qu'il a fallu vous effacer autant que possible derrière la caméra, donc lors du tournage comme au montage, pour donner toute la place à la parole et aux histoires de ces femmes ? Moi, j'aime bien m'effacer, mais Catherine, ma monteuse, elle aime bien faire exister le réalisateur. Donc, on avait un peu ces deux... on se confrontait à ça. Moi, j'aime pas entendre ma voix, ça m'énerve et compagnie, mais Catherine a malheureusement souvent raison. Elle est d'une école du documentaire, elle fait partie des ateliers Varon, donc c'est une école du documentaire qui réfléchit beaucoup à la présence du réalisateur et au filmeur, quoi. Et en même temps, je trouve ça assez intéressant. Donc en fait, on a décidé de me faire exister par petits bouts, quoi. Donc la construction du film était vachement intéressante. Au début, j'existe pas, en fait. Le film, on est dans un rapport très cinématographique où il y a une vraie distance entre la personne que je filme et donc on est vraiment dans un truc de quasiment de la fiction, quoi, avec un découpage et compagnie. Et à un moment, on brise ce contrat. Parce que ça, c'est le genre d'idée qu'amène Catherine, qu'il faut pas rentrer qu'il faut briser le contrat qu'on fait avec le spectateur pour pas rentrer dans un petit train-train. Donc on brise le contrat qu'on a établi au début
Et tout d'un coup, je parle. On entend une voix, et en plus, on entend ma grosse voix qui parle, et du coup, ça surprend le spectateur. Et puis après, je blague. Et les échanges, ils s'accentuent, mais c'est intéressant, parce que c'est aussi justement mon cheminement dans le monde des filles, et où petit à petit, on est de plus en plus proches, on est camarades, on devient camarade de route, jusqu'à la fin, où là, du coup, il y a une personne derrière une caméra qui marche, qui court, qui souffle, et qui part avec Ivy, où là, on est dans un truc de cinéma direct, et donc voilà, et c'était pour amener jusqu'à cette scène-là. Donc on brise les contrats les uns après les autres avec Catherine. Elle ne respecte pas les règles, Catherine. Et ou en tout cas, les règles, elles sont faites pour être cassées. Voilà. Donc voilà, la présence, on l'a réfléchi comme ça dans le film. Justement, sur ce dialogue avec votre monteuse Catherine Rascon, il y a plusieurs cinéastes qu'on a reçus dans cette émission qui nous ont dit, en fait, il y a deux écoles. Il y a ceux qui ont besoin de la nouvelle vision que peut apporter un monteur, et il y a ceux qui montent tout seuls, qui peuvent tourner et monter tout seuls. Vous êtes donc plutôt de la première école. Ouais, disons que moi, je suis monteur à la base. Bon, je monte pas des documentaires. Je pense pas être un monteur de documentaires. Je crois pas. Mais je suis une formation de monteur, donc je sais monter. Donc moi, j'ai pas besoin de quelqu'un pour faire sur ce que d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, assembler les plans, compagnie. J'ai pas besoin de ça, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un regard. Et j'ai mes films précédents qui avaient moins d'argent. Qui était fauché, hein, faut le dire. Je l'ai monté moi-même, mais je l'ai monté pas par choix, je l'ai monté parce qu'il fallait bien le monter. Et je sais que ils en ont pâti, ces films-là. Ils sont ce qu'ils sont, ils ont leurs qualités et leurs défauts, mais en tout cas, je pense qu'ils ont pâti du fait que je suis la personne qui filme, qui pense le film et qui le monte. Et moi, en tout cas, moi, j'ai pas. Je pense que c'est dangereux pour le film. Mais il y a des réalisateurs qui le font, et qui le font de manière assez incroyable. Mais moi, ce que j'ai trouvé avec Catherine, c'est justement ce dont j'avais besoin, parce que je pense que le monteur, c'est pas un exécutant. Le monteur, c'est quelqu'un qui pense le film avec le réalisateur. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de penser le film avec quelqu'un d'autre. J'ai besoin de quelqu'un qui me coupe de mon tournage. J'ai besoin de quelqu'un qui me coupe de mon rapport affectif avec les personnages. Ça, c'est souvent un problème des réalisateurs. On vit des choses extrêmement fortes quand on filme. Et après, est-ce que les moments qu'on a vécus et qu'on a filmés, ils sont à l'aune de ça, parce que les images sont à l'aune de ça, et pas forcément en fait. Mais nous, on n'a pas toujours le recul, et le monteur qui n'a pas vécu le tournage, et Catherine me dit me raconte pas tes anecdotes de tournage, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je regarde les images et je vois ce que je ressens. Si je ressens la même chose que toi, ça veut dire que ton truc il a marché. Mais si je ressens pas, ça veut dire que c'est mort. Et du coup, c'est un deuil aussi avec le monteur. Tu dois faire un deuil des fois de choses qui a priori étaient peut-être géniales, mais qui finalement dans le film vont pas marcher. Et le monteur, il t'aide à faire ce processus-là. Donc moi, j'avoue que je trouve que cette relation-là, je l'ai adorée. Et elle est pour moi essentielle dans la construction d'un film. Mais je sais qu'il y a des réalisateurs qui n'ont pas besoin de ça. Et en même temps, ça ne les empêche pas de faire des bons films. Mais je trouve que souvent, ils sont rares quand même. Et je trouve souvent, justement, les défauts des films que tu peux voir, ils viennent de ce mauvais rapport. Soit qu'il n'y a pas de monteur, et que c'est le réalisateur qui a monté, soit le monteur a été juste un exécutant, en fait, et il n'a pas lutté contre le réalisateur. Il n'est pas allé au conflit, parce que je pense qu'il faut que ça tiraille un peu entre le monteur et le réalisateur, que le monteur pousse un peu le réalisateur dans ses retranchements,
Et voilà, parce que c'est quand même très complexe, un film à coucher. C'est tous les films qui prennent du temps, avec beaucoup d'images. Voilà, moi, en tout cas, je me sens de moins en moins capable de monter mes propres films et j'espère ne plus le refaire. Voilà. Ça peut aussi être très douloureux de monter ses propres films. Je pense. Et par exemple, j'ai fait un autre film, pareil, avec des petits moyens. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, que j'ai fait il y a 4 ans, qui s'appelle Jazz, et qui a plein de bonnes choses. Mais quand je le vois, je me dis, mais je veux le remonter, quoi. Ou en tout cas, le remonter avec quelqu'un. Il a tous les défauts du réalisateur qui monte son propre film. Et il est trop serré. Voilà, ça m'a sauté. En même temps, vous avez appris aussi de cette expérience. Oui. Et puis, mon regard sur le cinéma a changé. Moi, je suis en évolution permanente. Et a priori, je pense que c'est un truc commun à beaucoup de réalisateurs, généralement de ne pas aimer les films qu'ils viennent de faire et de ne pas les revoir, parce que les revoir, c'est souvent très douloureux. Même celui-là, j'ai du mal à le revoir. Et là, vous l'avez revu lors de la projection ? Là, je l'ai revu parce que ma fille m'accompagne, Carmen, et elle l'avait pas encore vu. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais partager ça avec elle. C'est assez rigolo, mais sinon, non, je reste pas en salle. J'en peux plus. Je veux plus le voir. Je l'aime, mais je l'ai dans la tête et j'en regarde un morceau, mais je le regarde plus. Quelle est la plus belle erreur que vous ayez faite sur ce film ? La plus belle erreur, je sais pas. Je pense d'avoir abandonné Christina, le personnage de Christina au début, peut-être. D'avoir, peut-être. Je pense. Ouais. On a déjà parlé du coup. Ouais, on en a déjà parlé. Quels sont vos prochains projets ? Eh ben, je viens de finir un film. Je l'ai fini juste avant les fêtes de Noël. Sur un couple de SDF allemands que j'ai rencontré à Lyon, là où je vis, au début du confinement. Et en fait, au début du confinement, je voulais pas rester chez moi comme un con. Il fallait que je filme la ville vide. Je voulais filmer ces espaces vides, le son de la nature dans la ville. Enfin, moi, ça éveille énormément de trucs en moi. J'adore les films post-apocalyptiques. J'ai une collection de VHS des films des années 80, j'adore ça. Donc je pouvais pas rester chez moi. Donc j'ai demandé à ma productrice de me faire un petit papier pour pouvoir sortir. Donc du coup, tous les jours, je prenais mon vélo et j'allais filmer. Et du coup, les gens qui restaient dans la rue, c'était les SDF, quoi. Donc j'ai commencé petit à petit à papoter un peu avec les SDF, à aller voir un peu ce qui se passait, à rencontrer des personnages. Et du coup, un jour, rapidement, je tombe sur Lynn et Paris, un couple d'Allemands qui ressemblaient à des punks, parce qu'ils avaient des espèces de crêtes colorées sur la tête. Et je vais leur filer 5 € que j'avais trouvé au bord d'une voie ferrée. Et du coup, je papote avec eux, et je me rends compte qu'ils sont allemands. Elle a 25 ans, lui, il a 50. Et ils ont à côté, ils sont hyper lumineux. Super gentil, très très heureux, ils ont un côté naïf, fragile, et ça me touche. Ça me désarçonne, je m'attendais pas à ça et ça me plaît. Ils parlent anglais, ils parlent pas français. Et du coup, je reviens les voir, ils vivent dans une camionnette en panne à Confluence, à Lyon, au milieu d'un parking vide. Et du coup, je leur amène une soupe le soir, parce qu'ils galéraient, ils n'avaient pas de couverture. Je leur amène une couverture, et on papote. Et moi, dès le départ, j'avais ma caméra, je leur dis « je filme ». Et ils trouvent ça rigolo, ils me disent « bah oui, filme, il n'y a pas de souci ». Et du coup, je me mets à filmer tous les jours. Pendant tout le confinement, pendant 2 mois, je les filme tous les jours. Tous les jours, je vais les voir, on boit un café, on fume une clope. Et parce qu'ils fument beaucoup, et on filme, voilà. Et parce ils boivent pas d'alcool. Et leur addiction, c'est la clope et le café. Ça, par contre, ils en boivent beaucoup et ils fument beaucoup. Et ils ont un chien.
Et donc voilà, donc je les filme pendant 2 mois et voilà, c'est assez génial sur l'intime que j'arrive à filmer, le rapport entre filmeur et filmé, où j'arrive à aller beaucoup plus loin que ce que j'avais jamais réussi à faire, quoi. C'est passionnant. Et donc, il y a un film qui naît, quoi. Et du coup, je les vois comme des amoureux. Et ils parlent d'une histoire d'amour. Ils sont amoureux, ils viennent de se marier, ils ont des étoiles dans les yeux. Donc, du coup, ça devient une histoire d'amour dans la fin du monde, quoi. Et c'est ça, mon film, quoi. Et du coup, je les filme pendant 1 an et demi. Et je les finis. Voilà. Et voilà. Ça parle du monde de maintenant, du nouveau monde dans lequel on vit, d'amour, de désespoir, de difficultés, enfin voilà, quoi. Et toujours sur la marginalité, donc... Ouais. J'ai l'impression que je suis abonné à tout ça. Ouais, forcément, c'est quelque chose qui m'attire parce que je trouve que c'est des gens, les marginaux, ils sont forts. C'est des gens qui sont extrêmement... moi, qui me touchent énormément, ils ont une fragilité qui est magnifique, parce qu'ils sont à fleur de peau, parce que c'est des gens qu'on ramassé dans leur vie, qu'on vécu énormément de souffrance, quoi. Et ils le portent, quoi. Et c'est des gens qui sont beaux parce qu'en même temps, ils essayent de se dépatouiller avec toute cette souffrance. Ils essayent de s'en sortir tant bien que mal, et généralement, ils n'y arrivent pas parce que la société est faite comme ça et que quand t'as trop morflé, bah, tu restes un marginal. Donc voilà, moi, c'est ça, j'avoue, c'est dans les marges que je trouve, j'allais dire, du confort. C'est pas vraiment confortable, mais c'est dans les marges que j'arrive à trouver. Peut-être qu'en fait, c'est dans les marges que ça me réconcilie un peu avec l'être humain. J'ai une tendance un peu nihiliste, et j'avoue, et le monde moderne m'en donne à cœur joie sur le nihilisme, donc je pense que, vu que le monde actuel m'exaspère, je pense que je retrouve un peu d'espoir dans les humains en côtoyant les gens qui ont morflé et qui vivent à la marge. Parce que, voilà, ils sont beaux, ils sont... Voilà, et voilà, cette manière qu'ils ont d'essayer de s'en sortir, ça me touche. Et ça me donne l'espoir. Et je renvoie nos auditeurs à 2 entretiens sur ces précipités d'humanité que peuvent donner les univers de marginaux, notamment celui avec Lech Kowalski, Jean-Charles Hue ou encore Florent Marcy. Et une dernière question, où est-ce qu'on peut voir votre film Destroy an Hayride? Eh ben, pour l'instant, nulle part, à part aujourd'hui au Premier Plan d'Angers. Non, pour l'instant, il a fait sa vie à Arte. Il a été diffusé par Arte l'année dernière, en hiver dernier. Pour l'instant, je ne sais pas. Peut-être des plateformes. Et puis, je travaille à une édition DVD. Donc ça sera le meilleur moyen de le voir. Je travaille à une édition DVD avec un éditeur que j'ai rencontré à la Nouvelle-Orléans. Un mec qui vient des trains de marchandises, pareil, un mec qui photographie le milieu punk de la Nouvelle-Orléans. C'est un éditeur basé aux États-Unis ? Ouais, il est basé aux États-Unis. Et lui, il édite des livres de photos sur les marginaux, les punks, les trains de marchandises. Et du coup, je l'ai contacté et lui, il veut sortir le DVD. Donc on va faire une belle édition DVD avec des photos, avec un petit livret, avec tout plein de bonus, parce qu'il me reste énormément d'images que j'ai pas utilisées. Et j'avais monté un truc pour Warren Ellis. Qui signe la bande originale. Qui signe la bande originale du film, parce qu'il voulait peut-être, il y avait des galeries qui voulaient peut-être projeter des trucs de Warren Ellis et compagnie. Donc il m'a dit, mais fais-moi un montage avec tous les restes que tu n'as pas utilisés, parce que j'ai énormément d'images que je n'ai pas utilisées. Donc je l'ai appelé, comment je l'ai appelé, The Leftovers, les restes, quoi. Et j'ai monté ça sur toute la musique, sur la musique qu'il a éditée du film.
sur un label. Il a sorti en vinyle, en CD, en cassette aussi. Il s'est très impliqué dans la musique. Et donc du coup, ça dure à peu près 45 minutes. Et sur ces 45 minutes, j'ai remonté que des images que j'ai pas utilisées. Et j'ai mis aussi les visages des filles que j'ai pas mises dans le film, mais que j'ai rencontrées, qui étaient des personnages passionnants, des filles qui ont pris les trains et qui existent, ou alors qu'on voit par détail dans le film. Mais là, du coup, j'ai utilisé... puis j'ai enregistré elles me chantent des chansons aussi que j'ai pas utilisées dans le film. Et donc ça, je veux le mettre aussi, toutes les chansons qui ont été chantées, parce que c'est des moments assez géniaux. Donc voilà, il y a une grosse matière qui va être ajoutée en plus du film. Et ça va être édité dans l'année, quoi. Et ça va être distribué, alors ça va être totalement DIY, donc voilà, je vais avoir, je pense, une centaine de copies. Et voilà, il faudra me contacter sur Facebook. Sur le Facebook de toute façon, je le posterai quand j'en aurai. Et puis voilà, quoi. Ce sera un autre moyen, puis ce sera un bel objet, je pense. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Bicci. Merci. D'avoir participé à ce nouvel entretien de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, et à vous abonner sur les réseaux. À bientôt. Merci.